Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, puisque aujourd'hui, c'est la revue d'actualité du mois de mars, qui sort donc début avril 2018. Alors cette revue d'actualité va être divisée en deux parties inégales. Une première partie longue sur la géopolitique, parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment, et une autre plus courte sur le circus politicus français. Alors, on va commencer donc par la géopolitique, et le premier point dans l'agenda géopolitique de ces 2 derniers mois, c'est la montée des tensions protectionnistes entre les États-Unis et la Chine. À quoi ça correspond exactement? C'est pas très facile à dire. Une partie de ce phénomène est liée à des tendances de fond, au fait tout simplement que le déficit commercial américain est insupportable, que les États-Unis comme économie productive sont en train, depuis plusieurs années, depuis même plusieurs décennies maintenant, de se vider de leur substance pour maintenir, j'ai envie de dire, les États-Unis comme empire, et qu'à un certain moment, ce mécanisme devait forcément casser, et il y a des raisons de fond qui font qu'effectivement, on approche du moment où il va casser. Donc ça n'arrive pas que par la volonté de Trump, il y a des raisons de fond, mais ça arrive aussi par la volonté de Trump. Il y a un agenda spécifique au président Trump, il n'a pas réussi à obtenir tout ce qu'il voulait au niveau de la grande loi fiscale qu'il a fait passer il y a quelques semaines sous l'angle du protectionnisme, il revient à la charge, il faut lui reconnaître une chose, contrairement à ce que disent ses détracteurs, visiblement, il a je dirais, une forme de suite dans les idées. Alors, ça n'est pas la forme de suite dans les idées des gens normaux, car Trump semble être capable de passer d'un extrême à l'autre, de prendre des décisions du jour au lendemain, de manière à prendre à contre-pied d'ailleurs souvent ses propres équipes, mais il y a quand même une forme de suite dans les idées. Il a quelques grands principes auxquels il se tient, et manifestement, un de ces grands principes, c'est la défense de la substance de l'Amérique industrielle, soit par des mesures protectionnistes, soit par l'utilisation de menaces protectionnistes pour renégocier les accords de libre-échange. Mon opinion personnelle, c'est qu'il est plutôt dans cette perspective-là, utiliser les menaces de protectionnisme pour se donner des cartes dans la négociation. Maintenant, ce qui est possible, c'est que par erreur, en quelque sorte, par un faux calcul, il déclenche une véritable remontée des barrières protectionnistes. Si on rentre dans le détail, comment ça s'est joué, cette tragicomédie protectionniste ou pseudo-protectionniste? Depuis plusieurs mois, Trump avait émis des tweets, communiqué sur le thème « Je vais durcir mon agenda protectionniste ». Il avait annoncé par exemple qu'au niveau de la révision de l'ALENA, l'accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada, il voulait utiliser cette révision pour couper court aux possibilités de contournement des mesures protectionnistes américaines par la Chine via le Canada et le Mexique. Par exemple, il avait annoncé qu'il voulait augmenter le taux de composants provenant d'Amérique du Nord, permettant à des productions mexicaines ou canadiennes de bénéficier des tarifs douaniers préférentiels. Vers la fin du mois de février, il est apparu clairement que Trump était suivi sur cet agenda par au moins une partie de l'establishment américain. Le ministère américain du Commerce a conclu le 27 février 2018 que les pénalités sur les importations de feuilles d'aluminium chinoises étaient justifiées. Alors vous allez me dire, bon bah, étant donné qu'ils ont simplement conclu que leur propre président avait raison, il n'y a pas de nouvelle. S'il y a une nouvelle, parce que l'état des lieux des fractures très profondes qui partagent aujourd'hui l'establishment américain font que ça n'est pas parce que Donald Trump dit quelque chose que tout le monde aux États-Unis va s'aligner derrière, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Début mars, Trump a encore fait monter la pression et on s'est aperçu que son offensive ne visait pas que la Chine. Elle vise aussi potentiellement des alliés des États-Unis. Il a menacé de guerre commerciale, pour faire simple, les Sud-Coréens, les Canadiens, à travers ce qu'il a dit sur l'acier, et de façon moins directe dans un premier temps, les Européens. On sait qu'il a déjà dit à plusieurs reprises
qu'il estimait que les Allemands étaient, je cite, très mauvais. Il veut dire par là très mauvais pour les États-Unis parce qu'ils ont un fort excédent commercial avec les États-Unis. Ça, c'est la rhétorique de Trump. Enfin non, rien. Je vais rien dire parce qu'on va encore dire que je fais dans l'anti-Trumpisme primaire, mais disons que j'ai mon opinion sur un président des États-Unis qui dit d'un pays qui est un allié des États-Unis, ils sont très mauvais. They are very bad. Mais je ne peux pas dire mon opinion, sinon... Bon, on oublie. Bref, c'est une rhétorique protectionniste assez marquée quand même, qui s'est adressée aussi aux alliés des États-Unis, et qui dit bien qu'en fait, à mon avis, ce que Trump veut faire, c'est modifier les termes de l'échange. C'est pas faire réellement exploser le libre-échangisme. Parce que, pour des raisons géopolitiques, il serait suicidaire de la part des Américains de vouloir vraiment rompre leurs liens commerciaux avec les Européens. Ce serait pousser les Européens dans les bras de l'alliance russo-chinoise. Alors vous me direz, mais ils ont des dirigeants européens à leur botte, etc. Ouais, non, mais plus ou moins. C'est pas si simple que ça, vous savez. C'est pas parce qu'un chef d'État a été mis en place par une certaine coalition pour faire une certaine politique qu'il va obligatoirement toujours s'aligner sur les intérêts de cette coalition-là et pour faire cette politique-là. Des intérêts divergents peuvent se faire jour à l'intérieur du système de puissance qu'il administre, et ça peut provoquer une évolution de son positionnement. Donc, je ne crois pas, quand Trump essaye d'agiter des menaces protectionnistes à l'égard de l'Europe, qu'il ira au bout de sa démarche, mais je pense que simplement il cherche à se donner des bases de négociation pour réviser les termes de l'échange en faveur des États-Unis. C'est toujours cette défense du cœur du système impérial américain qui est menacé d'implosion, contre ses périphéries, au moins autant que contre ses adversaires. Cela étant, sur la Chine, la pression monte encore fin mars, quand Donald Trump annonce la taxation de 60 milliards de dollars à peu près d'importations chinoises. Ces sanctions contre la Chine sont justifiées par la violation régulière de la propriété intellectuelle, ce qui est probablement tout à fait vrai. Et Donald Trump a quelques arguments à faire valoir. Par exemple, quand il dit « nous ne cherchons qu'un commerce équitable », c'est une façon de cacher le fait qu'il n'y a pas vraiment de commerce équitable à cette échelle. Il y a des rapports de force et des termes de l'échange, et qu'il veut déformer les termes de l'échange. Cela dit, c'est vrai que la déformation qu'il veut impulser n'est pas intrinsèquement plus malhonnête que la déformation préexistante en faveur des Chinois. En particulier, la Chine est quand même le plus grand producteur mondial de contrefaçon, probablement. Cela étant, il faut bien voir qu'il y a une partie des forces économiques aux États-Unis, en particulier au niveau des grandes entreprises, qui s'est habituée à fonctionner dans le cadre de ce rapport de libre-échange inéquitable en faveur de la Chine, parce que c'est en faveur de la Chine dans l'absolu, mais il y a des composantes à l'intérieur de l'économie américaine qui peuvent en tirer profit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui a réagi négativement aux annonces de Trump sur ces sanctions concernant les biens chinois. Eh bien, on a les grandes enseignes de la distribution. Un pool de 25 enseignes de premier plan a écrit à la Maison-Blanche pour faire savoir, je cite, que le consommateur américain paierait le prix du protectionnisme. En clair, ce que ça veut dire, c'est si vous taxez les biens chinois, nous serons obligés de répercuter sur nos prix à la vente ces taxes, soit parce que nous continuerons à importer des biens chinois, soit parce qu'éventuellement nous achèterons des biens américains, mais ils seront plus chers. On a aussi une réaction assez forte de la part des grandes entreprises de la filière du textile, Nike en particulier, parce que, évidemment, ça, ce sont des gens qui sous-traitent massivement en Chine. Ce sont des entreprises américaines, mais leurs activités de production se situent essentiellement en Asie de l'Est. La ligne de fracture est plus complexe pour le secteur de la technologie. En fait, certaines entreprises du secteur de la technologie aux États-Unis, Apple en particulier, font fabriquer énormément en Chine, en Asie de l'Est en général et en Chine en particulier.
Donc, pour ces sociétés-là, les projets de taxation de Trump sont une mauvaise nouvelle parce que qui va concrètement payer ces taxes? Les producteurs chinois? Pas tellement, je pense. C'est surtout les importateurs américains qui risquent d'avoir à les régler. Et donc Apple, les GAFA d'une manière générale, ils sont clairement vent debout contre la politique de Trump. Mais il y a aussi des sociétés dans le secteur de la haute technologie qui commencent à s'inquiéter des phénomènes de vol de propriété intellectuelle réguliers, qui commencent à regarder avec inquiétude la montée en puissance d'une Chine qui devient une puissance scientifique de moins en moins négligeable. Pendant longtemps, les Chinois ont déposé beaucoup de brevets de faible valeur, mais depuis quelque temps, ils commencent à développer des choses intéressantes. La Chine est en route pour devenir la première puissance technologique du monde dans 1 ou 2 ou 3 décennies. Et il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas. Je veux dire, je rappellerai simplement que historiquement, le pays dans l'histoire de l'humanité qui a le plus longtemps, le plus souvent été en avance technologique sur le reste, c'était la Chine. Et donc il y a une inquiétude qui existe aussi au niveau du secteur de la haute technologie aux États-Unis. Et là, Trump a quelques alliés, disons parmi les gens qui essayent vraiment de produire aux États-Unis, de concevoir aux États-Unis, et qui ne dépendent pas des mécanismes de sous-traitance avec la Chine. En tout cas, on voit très bien comment la politique de Trump est en train de faire apparaître un phénomène de lutte à l'intérieur même de la classe capitaliste américaine. C'est intéressant à voir. Trump a fait passer déjà une loi d'évolution au niveau de la fiscalité américaine. Quand on l'analyse bien, déjà, on voit que au départ, il avait un projet qui était relativement cohérent, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait construit, mais en tout cas qui était assez cohérent, d'utilisation de la fiscalité à des fins en réalité protectionnistes. Manifestement, ce projet a été en partie déconstruit, en partie démoli, mais il y en a une partie qui est restée en place. En fait, ce qui est resté en place, c'est surtout ce qui concerne la lutte contre la défiscalisation des revenus de la propriété intellectuelle. Il y a quelques mesures aussi qui vont toucher les entreprises du vieux capitalisme américain, un petit peu, parce qu'elles peuvent avoir des liens avec des filiales à l'étranger et certaines prestations intra-firmes, si vous voulez, vont être taxées maintenant. Mais c'est pas le plus important. C'est pas l'enjeu le plus important de cette loi fiscale. L'enjeu le plus important, c'est la création d'un nouveau type d'assiette fiscale qui concerne en fait, si je fais court, les revenus de la propriété intellectuelle que certaines multinationales s'arrangent pour toucher dans des paradis fiscaux. Clairement, à mon avis, c'est Amazon, Google, Facebook, c'est les GAFA qui sont complètement dans la ligne de mire. Et dans la loi fiscale de Trump, cet aspect du protectionnisme trumpien a déjà été pris en compte. Donc on voit bien là comment il y a eu un travail qui a été fait au niveau du National Economic Council, probablement en partie sous la direction de Gary Cohn, l'ancien haut cadre de Goldman Sachs, en lien avec un certain nombre de grandes entreprises qui, manifestement, ont eu leur mot à dire au National Economic Council, General Electric, General Motors, US Steel, un travail pour que le protectionnisme trumpien soit bien calibré pour défendre certains segments tout en pénalisant par d'autres mesures le nouveau capitalisme et ces GAFA qui commençaient à devenir vraiment dangereux pour le vieux capitalisme. Là, on voit bien, quand on étudie la réforme fiscale de Trump, comment, en réalité, même si tout ça est mis en scène comme une défense de la classe moyenne américaine, Trump, par exemple, s'est mis en scène pour signer le décret sur la taxation de l'acier,
avec des sidérurgistes autour de lui, si vous voulez. Et c'est pas entièrement faux, je veux dire, cette mise en scène renvoie à quelque chose qui est vrai en partie, mais ça n'est qu'un aspect, et en fait un aspect secondaire de ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est surtout une guerre à l'intérieur du capitalisme américain. Fin mars, on a eu plusieurs annonces, plusieurs fuites aussi, qui ont montré que Trump est bien dans une démarche plutôt de préparation à une négociation dure que dans une démarche véritablement de montée de barrières protectionnistes. Après avoir fait monter la pression, il a annoncé qu'il exemptait l'Europe des taxes prévues sur l'acier et l'aluminium, mais seulement si les Européens entraient dans une négociation pour, je cite, et là on retrouve comparable rhétorique de M. Donald Trump, baisser leurs horribles barrières. S'ils les baissent, nous abaisserons les nôtres. La presse américaine s'est aussi fait au même moment l'écho de rumeurs de négociations entre guillemets secrètes en cours entre Pékin et Washington sur le protectionnisme. Bien évidemment, ces négociations ont lieu, mais on n'est pas au courant des détails, ça on ne nous explique pas. Fin mars, on a appris que la Corée du Sud acceptait de réduire de 30% ses exportations d'acier vers les USA, en échange de la non-dénonciation par ceux-ci de l'accord de libre-échange conclu en 2012. Alors, outre que ça veut dire que l'impérialisme US devient de plus en plus prédateur pour ses propres alliés, ça pose le problème de savoir dans quelle mesure cet agenda, on va dire, pseudo-protectionniste et en réalité de renégociation des termes de l'échange est coordonné avec les choix en géopolitique. Est-ce que le fait que Trump ait décidé de mettre la pression sur la Corée du Sud est totalement indépendant du fait que le rapprochement entre Corée du Sud et Corée du Nord a, semble-t-il, pris à contre-pied la diplomatie américaine? Les Américains font mine d'en être les initiateurs, mais on sent bien qu'en réalité, ils ne font que courir derrière un phénomène qui est en train de se produire et qui leur échappe en partie. Je ne sais pas. C'est très difficile avec Trump de savoir ce qui est calculé ou ce qui correspond au dysfonctionnement structurel de la Maison-Blanche, d'une Maison-Blanche peu procédurée, peu structurée, où beaucoup de choses viennent directement du patron qui prend des initiatives assez peu anticipables par ses propres équipes. Difficile à dire. En tout cas, on peut remarquer que, en ce moment, du point de vue des Sud-Coréens, ce qui se passe, c'est que pour que ça ne dégénère pas en guerre ouverte avec les Nord-Coréens, manifestement, ils ont choisi de se saisir de la négociation. Et en même temps, les Américains leur mettent la pression pour des termes de l'échange toujours plus en faveur des États-Unis dans un rapport bilatéral déséquilibré. Combien de temps la grande coalition américaine, états-unienne, pourra-t-elle tenir en Asie de l'Est? C'est-à-dire combien de temps la peur de la Corée du Nord et de la Chine par la Corée du Sud et le Japon va-t-elle tenir ces États vassaux, Corée du Sud et Japon, clairement dans l'alliance américaine? Moi je pense que la question est ouverte et qu'on ne peut pas exclure des surprises dans les années qui viennent. D'autant plus que la Chine, évidemment, n'est pas sans défense. Les Chinois ont annoncé récemment, là, début avril 2018, des mesures de rétorsion contre les importations américaines. Et alors ils les ont manifestement ciblées en visant les productions qui viennent des États pro-Trump. Par exemple, ils vont taxer les exportations américaines de soja. Par exemple, ils vont taxer des exportations américaines de fruits, de viande de porc. D'une manière générale, ce sont des exportations qui viennent du Middle West, de l'Amérique qui vote Trump. Il s'agit clairement dans l'esprit des Chinois de mettre la pression à Trump en lui disant « si tu nous embêtes, on va mettre en place des exportations qui nuiront à ta propre clientèle électorale à l'intérieur des États-Unis. » Donc on voit très bien que dans la guerre qui est en train de se dérouler, les Chinois ne se trompent pas, ils ne sont pas en guerre contre l'Amérique globaliste, libre-échangiste, ils ont très bien compris qu'ils sont en guerre contre l'Amérique
comme nation, cœur d'un empire, qui essaye de défendre sa substance contre ce mécanisme classique qui existe dans tous les empires, comment l'empire vide la nation source, la nation cœur, de sa propre substance. Et les Chinois ont très bien compris ça, et ils ciblent à l'intérieur des États-Unis les soutiens de Donald Trump. Donc on voit très bien que la vraie ligne de fracture dans cette guéguerre économique, qui risque un jour de devenir autre chose qu'une guerre économique, ne passe pas tellement entre les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre. À ce stade, elle passe entre l'Amérique comme nation d'un côté, et puis une coalition hétéroclite et paradoxale, mais bien réelle, entre l'Amérique globaliste et l'empire chinois potentiel rival. Alors, dans ce contexte, moi personnellement, sans vouloir tirer des plans sur la comète, la question que je me pose, c'est est-ce que Trump va s'en servir en quelque sorte de tête à chapeau pour la prochaine récession qui vient? Pour les raisons que je vous expliquais dans ma vidéo de février, il est très probable qu'il y aura un retournement cyclique avant 2022 et assez probable que ça se produise avant la fin 2020, la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. C'est pas certain, mais ça paraît assez probable. Ce retournement cyclique, là encore je vous ai expliqué le mois dernier pourquoi, a de fortes chances de provoquer une nouvelle grande récession. Il va falloir que quelqu'un porte le chapeau de ça. Du point de vue de cette Amérique globaliste, qui est aujourd'hui finalement plus en lutte contre Trump que contre l'empire potentiel rival chinois, il n'est pas exclu de profiter de cette situation pour faire d'une pierre deux coups, purger le système d'une partie des actifs sans sous-jacent matériel solide qui ont été suraccumulés pendant la période de dérive inégalitaire, de spéculation, de gonflement des bulles spéculatives dans l'évolution du capitalisme occidental. On purge. Très bon moyen pour concentrer le capital, très bon moyen pour finir de laminer la classe moyenne. Et en même temps, on se débarrasse de Trump et de ce qu'il représente, en lui faisant porter le chapeau de la crise. Pour l'instant, Trump a réussi à se rallier une bonne partie de l'Amérique des grandes entreprises, de ce qu'on appelle là-bas Corporate America. Dans la foulée, il a aussi réussi à, semble-t-il, au moins ne pas être trop mal vu par les grandes banques de Wall Street, parce que pour l'instant, il a une politique qui arrange ces gens-là, puisqu'il a une politique qui va être extraordinairement accommodante sur le plan monétaire. La politique de Trump, c'est je vais augmenter les dépenses publiques dans les 2 prochaines années. Il y a eu en février un accord qui a été scellé entre la majorité républicaine et l'opposition démocrate au Sénat américain, ce qui revient à dire que logiquement la dette publique va encore grimper. Il va y avoir des injections d'argent frais, en quelque sorte. Alors, par quel mécanisme exact, ça reste à voir, dans le système économique américain. Donc on a quelqu'un de l'autre côté qui va en même temps, avec les baisses d'impôts qui sont ciblées pour profiter surtout aux entreprises et aux catégories supérieures de la population, avoir une politique très républicaine, très favorable aux intérêts des riches, pour faire court, et qui en plus va dépenser davantage pour relancer la machine. Donc Trump est en train de provoquer potentiellement un énorme déficit budgétaire. L'avantage du point de vue de cette Corporate America dont on parlait, c'est que ça va effectivement donner un grand ballon d'oxygène à l'économie américaine, surtout si en même temps on essaye de mettre en place des mesures de protectionnisme ciblées qui évitent que ce ballon d'oxygène n'aille alimenter les économies étrangères. Donc tout ça fait que Trump, en ce moment, a réussi à se rallier une partie de l'Amérique business. L'autre grand dossier en géopolitique, au niveau global, c'est les événements de Syrie. Alors il s'est passé quoi en février-mars en Syrie? Il s'est passé beaucoup de choses, mais finalement ça se laisse résumer assez facilement.
Il y a d'abord eu un congrès du dialogue national syrien qui s'est tenu, je crois, début février. Du point de vue des gens qui soutiennent la démarche russe, comme ce congrès a été organisé concrètement par les Russes, bon, ça n'a pas réglé tous les problèmes, d'accord, mais ça a permis de faire émerger des éléments représentatifs qui ont ensemble dégagé un consensus. Ça, c'est à peu près la position de quelqu'un comme Thierry Meyssan. Du point de vue de ceux qui désapprouvent la démarche russe, c'est-à-dire en gros les Occidentaux, ça a été un échec cinglant parce que les éléments vraiment représentatifs, ceux que Thierry Meyssan appelle des groupuscules, n'ont pas accepté de participer à la démarche, qui n'a finalement rallié que des gens que les Occidentaux appellent groupusculaires, ou non représentatifs en tout cas, et qui sont précisément les éléments que Thierry Meyssan appelle représentatifs. Bon. Donc il y a deux façons de lire ce congrès national syrien. Ce qui est certain, c'est que la Turquie a adopté une attitude ambiguë, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine, parce que c'était compliqué pour lui de ne pas entrer en rupture franche avec les Turcs en ce moment, à cause de ce qui se passe en Syrie du Nord, parce que maintenant, la République arabe syrienne, ayant presque fini de nettoyer la banlieue de Damas, va commencer à s'intéresser à ce qui se passe en Syrie du Nord, donc elle va les intérêts en quelque sorte des troupes de Bachar, les objectifs des troupes de Bachar vont commencer à percuter ceux des Turcs qui veulent essayer de prendre le contrôle de la zone où ils craignent l'apparition d'un Kurdistan hostile au pouvoir turc. Mais les Turcs ne sont pas entrés en rupture franche. Ils ont accepté de participer au processus, et c'est surtout ça qui est important, je pense, à ce stade. Donc on voit émerger, et ça s'est confirmé encore récemment, une sorte d'accord en cours de constitution et de renégociation permanente entre les Russes, les Turcs et les Iraniens. Alors tout n'est pas bouclé, en particulier il y a la question du sort de Bachar el-Assad. Erdogan veut que Bachar saute. Manifestement, les Russes et les Iraniens, qui ne sont pas nécessairement des fans de Bachar el-Assad, mais eux souhaitent que dans un premier temps au moins il reste, parce que c'est un garant de stabilité. Il y a aussi la question de cette zone, de cette bande au nord de la Syrie, avec la région d'Idlib, la région d'Afrin, où il y a encore des forces soit neutres à l'égard du régime syrien, les Kurdes, soit hostiles carrément dans la région d'Idlib, qui contrôlent ces zones, et manifestement le régime syrien va maintenant faire remonter la pression militaire vers ces zones. Il y a aussi sans doute des questions qui se posent sur la définition même des forces qui auront le droit de s'asseoir à la table pour définir la Syrie de demain. Il y a un certain nombre de forces que les Russes considèrent comme terroristes et que les Turcs considèrent comme des partenaires. Il y a un certain nombre de forces que les Turcs considèrent comme terroristes et à l'égard desquels les Russes sont dans une posture de neutralité, les Kurdes principalement. Et puis surtout, il y a la question du rapport entre les Iraniens et les Turcs. Le rapprochement entre Turcs et Iraniens se fait essentiellement contre les Kurdes, et il vient du fait que les Kurdes ont été instrumentalisés par les Américains, mais probablement en fait pour le compte des Israéliens, pour essayer d'enfoncer un coin dans l'axe chiite que Téhéran a patiemment constitué entre Bagdad, Damas et Beyrouth. Comme les Kurdes, de ce fait, sont clairement devenus des adversaires pour les Iraniens, et que en même temps, comme une partie des Kurdes a suivi certaines forces, on va dire, je ne vais pas dire extrémistes, mais très revendicatives,
qui ont voulu ne pas se contenter d'une autonomie partielle des Kurdistans syriens et irakiens, mais qui ont voulu un vrai Kurdistan indépendant, eh bien, on a un rapprochement qui peut se produire entre Turcs et Iraniens. Parce qu'ils ont le même ennemi principal commun temporairement, qui est le Kurdistan, en cours de constitution. Donc ça fait une configuration où on pourrait avoir un accord Moscou, Ankara, Téhéran sur ce qui doit se passer en Syrie. Alors ça explique probablement ce qui s'est passé début février, quand les Israéliens, peu de temps après le congrès du dialogue national syrien, ont frappé les troupes de Bachar el-Assad. Bon, il y a eu une communication d'abord de l'armée israélienne et du gouvernement israélien pour expliquer qu'ils n'accepteraient pas n'importe quoi, qu'ils n'accepteraient pas que les Iraniens s'installent à la frontière israélienne, parce que maintenant les gardiens de la révolution sont à la frontière israélienne. C'est très dangereux pour les Israéliens parce que, autant, si vous voulez, l'armée israélienne n'a pas grand-chose à craindre des armées arabes aujourd'hui, autant s'agissant des Iraniens et de leur proxy, le Hezbollah, les données du problème sont assez différentes. En particulier, il semble bien que ces gens-là aient les moyens technologiques de neutraliser les capacités de défense antiaérienne et antimissiles israéliennes, ce qui fait que pour la première fois depuis très longtemps, Israël a perdu sa sécurité. Je pense que c'est ce qui explique les bombardements israéliens du, je crois, 11 février sur la Syrie. Il est intéressant de noter que ça s'est interrompu brutalement. Alors, pourquoi ça s'est interrompu brutalement? Le plus probable, c'est que d'une part, les Américains ont dû faire savoir aux Israéliens qu'ils continueraient à garantir leur sécurité en toutes circonstances, mais que là, en ce moment, c'était pas le moment d'intervenir en Syrie parce que les États-Unis préparent leur désengagement. Trump veut partir de Syrie, alors une partie de l'appareil d'État américain ne veut pas, mais une partie veut aussi, et quand l'appareil d'État est divisé, quand le complexe militaro-industriel est divisé, et que le président fait un choix, il y a de bonnes chances pour que ce choix s'impose. Donc ça veut dire qu'en Syrie, les Russes ont la main. Si les Américains n'y mettent pas le haut là, les Russes vont avoir la main en Syrie. Je pense que les Russes et les Israéliens ont dû se parler à la suite de ces frappes. Les Russes ont probablement dit aux Israéliens « bon, on se calme, maintenant ça suffit ». On a des informations qui le laissent fortement penser. Le problème, c'est que rien n'est jamais acquis, qu'il y a des forces à l'intérieur de l'appareil d'État américain et sans doute aussi à l'intérieur de l'appareil d'État israélien qui veulent la guerre en Syrie, qui veulent l'escalade en Syrie. Tout ça est très instable. On a vu comment le positionnement de Trump était très instable aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que celui de Netanyahou est aussi très instable en Israël. Netanyahou, c'est intéressant à noter, est rattrapé par ses affaires de corruption. Et est-ce un hasard? Je ne sais pas, mais le 10-11 février, les Israéliens attaquent la République arabe syrienne, puis brutalement ça se calme, et je crois que c'est le 13 ou le 14 février, on apprend que la police israélienne a demandé l'inculpation de Netanyahou. Ça peut être un simple hasard, une simple concordance de calendrier, bon, fortuite, je ne sais pas, mais en tout cas il se passe des choses à l'intérieur de l'État d'Israël manifestement. Dans ce contexte-là, en attendant, l'armée arabe syrienne pousse son avantage, elle bénéficie du soutien russe. Manifestement, il y a eu un accord entre Russes et Turcs sur le thème « les Russes laissent les Turcs nettoyer, entre guillemets, la situation à Afrin et détruire en fait l'expérience d'autonomie, voire d'indépendance kurde du Rojava. Désolé pour les Kurdes, c'est très triste ce qui arrive au peuple kurde. Mais c'est un peu inévitable, c'est-à-dire que
La grande erreur, je pense, des Kurdes, vraiment, c'est de faire confiance, d'avoir fait confiance aux Américains, aux Israéliens, d'avoir cru que parce que Bernard-Henri Lévy est avec eux, ils vont vraiment faire bouger l'Occident en leur faveur. Mais amis kurdes, Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner et les autres professionnels de l'ingérence tous azimuts qui vont vous organiser des rencontres à l'Élysée, ce sont des gens qui sont gérés par les dirigeants occidentaux comme des nuisances avec lesquelles il faut compter. Ce sont des gens qui peuvent peser réellement sur la politique des pays occidentaux si les grandes puissances internes au système défini par ces grands pays occidentaux, et en particulier les grandes puissances du capital, sont clairement, pour une raison quelconque, en symbiose avec eux à un instant T. Mais si vous croyez que les Français, dans l'état où est l'armée française, dans l'état où est la France, vont risquer une confrontation directe avec la Turquie, ce qui provoquerait l'explosion inévitable de l'OTAN, et potentiellement un affrontement direct par contre-coup avec la Russie et l'Iran, simplement parce que Bernard-Henri Lévy et Bernard Kouchner ont dit « Oui, il faut défendre les droits de l'homme en Syrie du Nord », vous vous plantez. Vous vous plantez. Les Occidentaux sont des petits enfoirés. Ils défendent les droits de l'homme quand il y a du pétrole à gagner, que c'est pas dangereux, que les Russes et les Chinois ont dit ouais bon allez ça va, comme ils ont fait avec Kadhafi, qu'ils ont laissé tomber, parce qu'en gros ils n'avaient rien pour ce mec-là. Hein. Et surtout quand il n'y a pas trop de risques d'enlisement. Et qu'ils peuvent faire se tuer les autres entre eux. Et si vous croyez qu'ils vont vraiment massivement intervenir chez vous pour vous protéger, je pense que vous vous trompez. Le seul cas de figure où ça pourrait se produire, c'est si les fous furieux néoconservateurs dont on a parlé avant décidaient que c'est l'occasion d'enclencher une escalade décisive. Mais on n'en est pas là. Pour moi, c'est clair. Quand les leaders kurdes vont à l'Élysée, comme ils l'ont fait fin mars, poussés par les réseaux classiques, BHL, Kouchner, etc., qu'à la sortie de leur rencontre avec Macron, leur leader dit que on a évoqué l'envoi de troupes françaises à Manbij. Manbij, c'est une ville au nord de la Syrie, un peu à l'est d'Afrin. Afrin, c'est la zone du Rojava que les Turcs viennent de prendre. Leur prochaine cible, c'est Manbij. Bon. Manbij, effectivement, il y a des positions américaines et françaises dans cette zone, parce que, tout simplement, on a déployé des troupes là-bas quand on s'est retourné contre Daesh pour le détruire. Bon. Mais c'est pas grand monde, on a quelques dizaines de soldats. Quand le leader donc, des Kurdes, Khaled Issa, qui est le représentant en France du parti de l'Union démocratique du Kurdistan indépendant, va voir Macron et sort de sa rencontre avec Macron en disant que on a évoqué l'envoi de troupes françaises à Manbij, qu'est-ce qui se passe? On a la réaction d'Ankara qui dit, je cite, ceux qui s'engagent dans la coopération et la solidarité avec les groupes terroristes, ça veut dire les Kurdes, contre la Turquie, risquent de devenir, tout comme les terroristes, une cible de la Turquie. Bon. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, ce que ça veut dire, maintenant ça paraît clair, c'est que Erdogan et compagnie sont en train d'expliquer à Macron et compagnie, si vous nous emmerdez là-bas, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que le 13 novembre 2015, c'était qu'un avant-goût. Amis kurdes, est-ce que vous croyez vraiment que tous les bobos bien pensants, droits de l'hommesque français, vont risquer de se faire fumer comme au Bataclan pour vous sauver la mise? Moi j'ai envie de dire à nos amis kurdes, pour leur bien, je vous donne un conseil, mais vraiment de quelqu'un qui ne vous veut aucun mal et qui est assez horrifié de tout ce qui s'est passé ces dernières années dans votre région du monde. Entendez-vous avec vos voisins. La position d'Israël est de plus en plus fragile, ça s'agite à Gaza. Bon, il y a eu
des manifestations à la frontière. Il y a eu des tirs à balles réelles des troupes israéliennes. Il y a eu 16 morts. C'est ce qui s'est passé tout à la fin du mois de mars, là. Ça aussi, ça n'arrive pas par hasard. Au même moment où on voit que la tension monte entre le Premier ministre israélien Netanyahou et Erdogan, le président Erdogan, qui a lancé à l'adresse de Netanyahou dans un discours à Adana, dans le sud de la Turquie, le 2 avril, donc juste après cette affaire à la frontière à Gaza, et Netanyahou, tu es un occupant. C'est en tant qu'occupant que tu es sur ces terres. En même temps, tu es un terroriste. Bon alors, faut pas se formaliser non plus, parce que c'est la façon normale de s'exprimer de Recep Tayyip Erdogan, qui a toujours été un type absolument un fonceur. Vous savez que c'est un gars qui a un parcours universitaire remarquable, mais il était tellement bosseur et fonceur quand il était à l'université qu'il est jamais sur les photos de classe. Et donc ce sympathique personnage insulte tout le monde. C'est pour ça. Il ne faut pas se formaliser hein, quand il explique à Macron, en gros, toi ferme gueule, sinon moi casser la tienne. Bon, c'est juste sa façon normale de s'exprimer, hein, pas d'inquiétude. Donc là, il s'en est pris à Netanyahou. Ouais, enfin en même temps, c'est vrai hein, ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu es un occupant, c'est vrai, c'est un fait historique. Bon, c'est un occupant depuis très longtemps maintenant, donc c'est un occupant en cours d'indigénisation. C'est pour ça que c'est compliqué là-bas. Mais c'est vrai, c'est un occupant, et en même temps, tu es un terroriste. Alors, s'agissant de Netanyahou, c'est absolument exact. Hein. Netanyahou est un type qui a complètement utilisé la terreur et le terrorisme dans tous les sens. Et qui d'ailleurs, dirige un État qui a été fondé par le terrorisme, entre autres. Tout ça est absolument exact. Ce qui est drôle avec Erdogan, j'ai remarqué, c'est que en fait, ce type est un producteur de vérité absolument remarquable. C'est-à-dire que tout le mal que ses détracteurs disent de lui est vrai. J'en suis convaincu. Là, je voudrais encore une fois être très clair, je n'ai rien contre nos amis turcs. Hein. Je ne confonds pas du tout le grand peuple turc et sa classe dirigeante, pas plus que je ne confonds le grand peuple américain et sa classe dirigeante, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais je parle simplement d'Erdogan, des gens de l'AKP, que je prends aujourd'hui, franchement, comme des ex-truands, qui ont été instrumentalisés au départ par essentiellement les frères musulmans, et puis qui se sont émancipés à l'égard de la tutelle idéologique en quelque sorte des frères, pour fonder un pouvoir qui est par essence un pouvoir mafieux. C'est comme ça que je prends la direction turque aujourd'hui. Et donc tout ce que les adversaires d'Erdogan disent de lui, à mon avis, est tout à fait exact. Par contre, tout ce que lui dit des autres est vrai aussi. C'est-à-dire que quand il se fout ostensiblement de la gueule des Occidentaux en leur disant, lui dites donc, vous m'accusez d'avoir soutenu des terroristes en Syrie, mais vous vous êtes vus, vous, bande de cons. C'est vrai. Quand il dit à Netanyahou ce qu'il vient de lui dire, c'est vrai. Il dit plein de vérités, monsieur Recep Tayyip Erdogan. Voilà, cela dit, ça reste quand même un mec dont les réseaux, à mon avis, ont fricoté à mort avec Daesh, et en particulier dans la contrebande de pétrole il y a quelques années. Enfin, peu importe. Au point où on en est là-bas. Et vous savez, il y a un film de Sergio Leone qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand. Et ça sera mon mot de la fin sur la Syrie. Moi, j'ai l'impression que ce qui se joue en Syrie, c'est pas de bon. Par contre, des brutes et des truands, alors là, waouh, il y a la foule. Hein. Alors, autre affaire qui a marqué le mois de mars 2018, l'affaire Skripal. Donc l'affaire Skripal, c'est l'affaire de cet ex-espion russe qui a fait défection et qui a été empoisonné avec, paraît-il, un agent caractéristique des productions de l'ancien pacte de Varsovie, le Novichok, je crois que ça s'appelle. Donc les Anglais ont dit que c'était les Russes qui l'avaient fait. Ça n'est pas impossible, évidemment, on n'en sait rien. Mais moi, ça me paraît assez contestable, parce que je ne vois pas du tout pourquoi les Russes feraient ça. S'ils ont décidé de tuer monsieur Skripal, ils ont plein de façons de le faire, sans laisser derrière eux comme ça une signature évidente. Bon, c'est très fréquent hein, dans les services secrets que les agents doubles se fassent liquider.
Ça fait partie des risques du métier. C'est assez curieux quand même que les Russes fassent exprès de le faire de cette façon-là, comme pour dire oui, oui, c'est bien nous. On voit pas l'intérêt qu'ils y auraient. Donc je suis assez dubitatif. En tout cas, les Britanniques ont dit que c'était les Russes, donc ça a donné lieu à une crise diplomatique avec expulsion de diplomates dans tous les sens, et de toute évidence un prétexte au passage pour prendre des mesures de rétorsion économique, surtout d'ailleurs de la part des États-Unis. Manifestement, le businessman Trump continue à chercher à dégager du cash partout où il peut. Je crois que la logique, c'est ah bah tiens, il y a une crise diplomatique là avec les Russes, on va en profiter, on va essayer de nuire à leurs exportateurs d'armes en prenant des sanctions. Voilà. À quoi est-ce dû? Pourquoi les Britanniques ont fait ça sur le fond? Alors moi, je vois trois explications possibles, qui d'ailleurs ne sont pas mutuellement exclusives. D'abord, il faut savoir que les travaux ont bien avancé entre Russes et Allemands sur le gazoduc Nord Stream 2. Les Allemands viennent de donner leur aval pour la pose de 31 km de pipeline dans leur zone économique exclusive dans la Baltique. Alors, on voit très bien que cette pression qui est mise lors de l'affaire Skripal sur l'Europe continentale, elle vise aussi sans doute à répondre au renforcement en cours des liens commerciaux entre l'Allemagne et la Russie. Je me demande si le fait que sur le plan technique, les Allemands viennent de valider la construction d'un tronçon du gazoduc Nord Stream 2 qui devait traverser leurs eaux territoriales est complètement sans lien avec l'affaire Skripal. Quelques jours après cette affaire, qui a donc obligé, en quelque sorte, manifestement, Berlin à prendre ses distances avec Moscou, on a eu en complément un coup de pression mis par le président polonais, Poroshenko, pour exiger que la Pologne soit associée au règlement du dossier Nord Stream 2. Alors bon, Merkel a répondu en faisant sa Merkel, c'est-à-dire en disant mais bien sûr, il n'est pas possible de résoudre le problème sans tenir compte des intérêts de la Pologne, etc. Bon, je ne sais pas concrètement ce qui va en sortir, mais en tout cas, l'objectif était de rendre plus difficile le travail, la collaboration économique entre Moscou et Berlin, et manifestement d'ailleurs cet objectif a été atteint, au moins en partie, puisque Merkel s'est sentie obligée de faire cette déclaration visant à rassurer les Ukrainiens. L'affaire Skripal arrive aussi dans ce contexte-là. On peut d'ailleurs remarquer que les Allemands et les Français qui les suivent dans cette affaire-là ont fait le service minimum suite à l'affaire Skripal. Ils ont expulsé 4 diplomates, là où les Américains et les Britanniques en ont expulsé des dizaines. Il est intéressant de noter qu'à la suite de la réunion qu'il y a eu à Bruxelles sur cette affaire, ce ne sont pas les représentants de la France et de l'Allemagne qui se sont exprimés. Ils n'ont absolument rien dit. Ce sont les représentants de la Commission européenne qui se sont exprimés. C'est-à-dire que ce sont les réseaux européistes qui ont emboîté, assez allègrement d'ailleurs, le pas aux Britanniques dans cette affaire. En revanche, les appareils d'État spécifiquement nationaux ont plutôt eu tendance à faire le service minimum. Donc première explication, ce sont tout simplement les Britanniques, en lien probablement avec les Américains, quoi qu'il soit difficile là-dessus d'être absolument certain, qui ont décidé de resserrer les liens de l'alliance occidentale dans l'opposition à Moscou, constatant que la coopération économique russo-germanique se poursuivait. Première explication. Deuxième explication possible, c'est peut-être aussi des enjeux de politique intérieure en Grande-Bretagne. C'est très compliqué pour Theresa May. Beaucoup de gens lui reprochent la façon dont elle conduit les négociations du Brexit. Elle a la pression de Boris Johnson. C'était peut-être une façon pour elle de ressouder le parti conservateur, de ressouder les liens autour de son gouvernement et de couper l'herbe sous le pied à Johnson. Difficile à dire. Et puis il y a une troisième explication possible qu'on ne peut pas complètement exclure. Je me demande quand même s'il n'y a pas une dimension psychopathologique dans la russophobie d'une partie des élites occidentales. Parce que c'est quand même assez délirant le sketch qu'ils viennent de nous faire. Moi j'ai été frappé par l'irrationnel
qui monte dans les classes dirigeantes occidentales depuis quelques années et surtout depuis quelques mois, dès qu'il s'agit de la Russie. Donc on ne peut pas non plus exclure cette dimension. Pour le journaliste Thierry Messant, que je suis régulièrement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses analyses, il s'agit d'une démarche délibérée pour déclencher une nouvelle guerre froide. On a bien compris ça, effectivement, qu'il y a une partie de la classe dirigeante occidentale qui veut cette nouvelle guerre froide. Et c'est vrai qu'au moment où le Brexit se produit, au moment où l'Europe de l'Est a de plus en plus de mal à faire le tri entre son allégeance économique à Berlin et son allégeance politique à Washington, déclencher cette guerre froide, ça peut être un moyen pour les anglo-saxons de verrouiller l'Europe au moment précis où, on l'a vu avant, ils vont essayer de se faire plus prédateurs sur le plan du commerce international. C'est vrai, ça, c'est une interprétation tout à fait possible. Alors pendant ce temps-là, justement, qu'est-ce qui se passe en Europe? Eh bien, en fait, pas grand-chose. On a eu les élections législatives italiennes, donc à ce stade, elles débouchent sur une Italie ingouvernable. Ce qui est intéressant, c'est que cette Italie ingouvernable peut le devenir si la Ligue et le M5S s'entendent. Elle ne sera pas rendue gouvernable par l'alliance entre le centre-gauche et le centre-droit. C'est-à-dire qu'en Italie, les extrêmes, vous mettez 3 paires de guillemets s'il vous plaît, sont majoritaires. Donc on est sur une situation intéressante. Pour ceux qui ont lu mon petit bouquin Voir Macron, c'est un intermédiaire entre le scénario 2 et le scénario 4. Le scénario 2, c'était l'Italie ingouvernable, et ça débouchait, après une période de flottement, sur une réinvention de l'euro. L'euro était maintenu, mais sous une forme nouvelle. Le scénario 4, c'était l'Italie fait péter la zone euro et il y a un retour aux monnaies nationales. On est entre les deux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que à la Commission européenne et à la Banque centrale européenne, quand ils ont appris le résultat des législatives italiennes, je pense qu'on a vu quelques gouttes de sueur perler sur quelques fronts, parce que là, je ne sais pas franchement comment ils vont réussir à gérer les choses dans les mois et les années qui viennent. L'Allemagne est à la limite de la gouvernabilité, la coalition Merkel est très fragile. La France est menacée de basculer dans un conflit social. Il y a une ambiance de pré-mai 68 dans le pays qui est assez inquiétante pour les dirigeants. Et l'Italie est ingouvernable et manifestement dominée, sa vie politique va être dominée par des forces dites anti-système, hostiles dans l'ensemble au système construit par et pour la monnaie unique. Donc ça se présente très mal pour la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Il n'y a pas que ce problème-là qui se pose en ce moment en Europe, il y en a un autre. La Pologne s'agite de plus en plus. Alors c'est pas pour l'euro, c'est pas pour les problèmes de l'euro, puisque la Pologne n'est pas dans l'euro, elle se porte d'ailleurs très bien de ne pas y être. C'est que probablement parce qu'ils sont inquiets de la ligne géopolitique allemande, peut-être sur incitation des États-Unis, les Polonais commencent visiblement à vouloir embêter les Allemands. Pour Varsovie, en gros, l'Union européenne, c'est une vache à lait. Une bonne partie de l'investissement public polonais est financé par l'Union européenne. La Pologne récupère à peu près 9 à 10% du budget de l'Union européenne. Ça représente 10-20 milliards d'euros tous les ans qui tombent dans les caisses de l'État polonais. En fait, les Polonais considèrent qu'ils ont intérêt à adhérer à l'OTAN, parce que ça les protège de la Russie, mais l'Union européenne, c'est une histoire de gros sous. Récemment, en Pologne, le président d'une commission parlementaire chargée d'estimer les réparations réclamées par Varsovie à Berlin au titre de la Seconde Guerre mondiale
a dit que les victimes polonaises de la Seconde Guerre mondiale pouvaient réclamer à l'Allemagne la somme de 440 milliards d'euros. Je pense que ça n'arrive pas non plus par hasard, ce genre de déclaration. En République tchèque, le président pro-russe, M. Miloš Zeman, a été reconduit. Alors là, c'est un autre problème encore. Parce que lui, c'est pas un pro-américain anti-russe qui en voudrait aux Allemands parce qu'ils sont pas assez anti-russes, ce qui est le cas des Polonais. Hein, c'est ce que pensent les Polonais. Les Polonais en veulent aux Allemands parce qu'ils sont pas assez anti-russes, je crois. Alors là, c'est autre chose. Parce que Zeman, lui, c'est un pro-russe. Et donc lui, il va potentiellement en vouloir aux Allemands parce qu'ils sont pas assez pro-russes. Mais c'est pareil, la République tchèque et l'Union européenne, ça se passe pas très bien en ce moment. Essentiellement d'ailleurs à cause des histoires de migrants. L'inexplicable délire pro-migrant de Merkel en 2015 a profondément déstabilisé les relations entre l'Allemagne et son hinterland économique en Europe de l'Est. Qu'est-ce qui a amené Angela Merkel à commettre ce demi-suicide? Je dois dire que je suis toujours dans l'interrogation. Mais enfin, en tout cas, on en voit bien les résultats. Alors maintenant, s'agissant d'Emmanuel Macron et des conventions démocratiques qu'il devait lancer au printemps ou à l'été 2018 en Europe, on n'en entend plus beaucoup parler. Plus beaucoup parler. Entre ce que je viens de vous expliquer sur l'Europe de l'Est, ce qui se passe en Italie, la fragilité de la coalition Merkel en Allemagne et les Britanniques qui, probablement, perfide Albion, fidèle à elle-même, sont là en train de prépositionner des pions un peu partout pour pouvoir faire pression sur tel ou tel membre de l'Union européenne le moment venu pour négocier le Brexit le plus favorable à leurs intérêts. Les conventions démocratiques de M. Macron... ça vient un peu, je crois, maintenant comme un cheveu sur la soupe. Alors si, il y a quand même quelque chose en Europe qui marche, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Alors là, le commandement Europe de l'OTAN, ça marche. Ils se sont bien fait comprendre, ces braves gens. Il s'est passé deux choses sur mars-avril. Deux choses extrêmement révélatrices et qui nous ramènent plutôt au scénario 5 de mon bouquin Voir Macron, scénario qui s'intitule Mourir pour Riga, et un peu aussi, c'est très inquiétant, au scénario 3, le scénario de la grande spoliation. Vous savez, le scénario Mourir pour Riga, c'était le scénario où, pour obtenir la subordination claire de l'Eurocorps et des forces rattachées à l'Eurocorps, c'est-à-dire les Allemands, les Français et les Espagnols, le Sasseur, le commandant de l'OTAN en Europe, déclenchait une crise avec la Russie, puis il exigeait, sous la pression de cette crise, qu'on lui subordonne clairement les unités de l'Eurocorps. Eh bien, il n'y a pas eu pour l'instant de crise avec la Russie du côté de Riga, par contre il y en a une avec l'affaire Skripal, et on a eu un sommet de l'OTAN, c'est très très drôle, qui s'est déroulé récemment, où le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, un Norvégien, a tenu un discours absolument extraordinaire à ses copains, n'est-ce pas, des ministres de la Défense de l'OTAN, où il leur a expliqué en gros, bon, l'Europe de la Défense, si vous voulez faire joujou, d'accord, mais une chose doit être bien claire, elle est subordonnée à l'OTAN, et en aucun cas, n'est-ce pas, comme vous l'a dit M. Mattis récemment quand il s'est déplacé pour vous parler, en aucun cas, ça ne doit nuire aux intérêts commerciaux du complexe militaro-industriel américain. Et silence dans les rangs. Ça s'est vraiment passé comme ça. On a eu un entrefilet qui est sorti dans le Canard enchaîné. Le Canard s'est intéressé à un conseil de l'OTAN, où ça s'est vraiment passé comme ça, genre silence dans les rangs. Donc ça nous amène tout à fait sur le scénario 5, Mourir pour Riga. C'est amusant d'une certaine façon. Ça veut dire qu'en clair, la question de l'Europe de la défense, la question d'une autonomisation des Européens par rapport aux Américains se pose, mais que les Américains ont bien décidé qu'elle devait être posée, et on devait y répondre tout de suite, et dans un sens bien précis.
Bon, alors moi, ce que je constate, c'est que personne n'a dit non au patron de l'OTAN, mais que on a vu depuis les ministres de la Défense français et allemands se rapprocher pour annoncer un agenda commun. Alors officiellement, tout ça, ça pose aucun problème par rapport à l'OTAN. Bon, ça ressemble quand même un peu à une stratégie d'évitement. Et puis comme je vous le disais, les Allemands ont continué avec le projet Nord Stream 2. Donc voilà, c'est difficile à décoder. Qu'est-ce que ça veut dire exactement sur les rapports entre les États-Unis et leurs alliés européens? Bon, ce qu'on a compris, c'est que les Américains ont dit silence dans les rangs, qu'ils ont le commandement de l'OTAN avec eux, ce qui est normal puisque c'est pratiquement eux qui le font, mais qu'en même temps, euh, les Européens suivent. Oui, bon, vous savez, ça fait penser à ces situations qu'on décrit sur l'évolution des guerres avant l'apparition de l'ordre westphalien, les guerres au Moyen Âge, les guerres entre mouvances féodales, où bon, il y avait un suzerain, il avait ses propres troupes sur lesquelles il pouvait compter, puis une mouvance féodale autour, qui lui obéissait plus ou moins, qui n'entrait pas en rébellion ouverte, sauf tout à la fin quand il était sur le point de tomber, mais qui n'était pas non plus là pour se sacrifier pour lui, quoi. Voilà, donc bon, les relations normales d'un empire en train de vaciller, à l'intérieur d'un empire en train de vaciller. Et alors l'autre truc qui est intéressant, et ça c'est beaucoup plus inquiétant, c'est que l'OTAN a fait parvenir à ses membres un cahier des charges pour faciliter les déplacements des troupes de l'OTAN à l'intérieur de la zone européenne. Et moi, je dois dire que ça me fait penser au scénario 3, la grande spoliation, de mon bouquin, Voir Macron, où j'imaginais, à la suite d'un clash à l'intérieur des élites américaines, un crack monstrueux dans quelques années, euh, débouchant sur une situation de tension extrême, amenant une transformation des démocraties occidentales en dictature d'un genre un peu nouveau, dictature discrète on va dire, et avec des révoltes locales survenant en particulier en Italie, et révoltes matées par les forces de l'OTAN. C'est le schéma qui semble s'esquisser. Pour reprendre la métaphore sur les empires finissants, moi ça me fait penser, ce qui arrive en ce moment à l'OTAN, à l'évolution de la Légion romaine sous le Bas Empire. Vous savez, la chute de l'Empire romain est un phénomène absolument fascinant à étudier, surtout à notre époque, qui le rappelle à certains égards. Et ça a duré très longtemps, c'est-à-dire que c'est une observation classique des historiens, que Rome a mis plus longtemps à tomber que certaines nations n'en ont mis à exister. C'est-à-dire qu'entre le moment où la chute commence, on peut dire, à la mort de Marc Aurèle, et le moment où elle est consommée à l'ouest, il se passe 3 siècles. Et si on tient compte du fait que Byzance a prolongé l'expérience pendant 1000 ans, en fait, il y a eu 13 siècles à l'est pour que ça tombe. C'est énorme. Comment ça a pu tenir si longtemps? Alors, une des raisons, c'est que l'armée du Bas-Empire était très différente de celle du Haut-Empire. Elle avait été réorganisée. Et elle avait été réorganisée de la façon suivante. Il s'agissait de minimiser le coût de l'outil militaire pour le cœur impérial. Donc, l'armée du Bas-Empire romain avait été séparée en deux armées. Une armée provinciale, à la charge financière des provinces, avec des troupes provinciales qui défendaient les frontières de leur province. C'était une armée d'assez faible qualité, plutôt statique, beaucoup d'infanterie, euh, efficace pour retarder les pénétrations barbares. Et puis il y avait une armée centrale avec des troupes donc de meilleure qualité, beaucoup plus mobiles, beaucoup de cavalerie, qui elle était à la charge du pouvoir central, qui était payée par l'empereur, donc fidèle à l'empereur, et qui pouvait servir soit à renforcer une province où les troupes frontalières provinciales n'arrivaient plus à contenir les barbares, soit éventuellement à mater une révolte des troupes frontalières, des troupes provinciales à un endroit quelconque de l'Empire.
Et c'est comme ça que le bas empire romain a surmonté la crise du Moyen Empire et a prolongé d'à peu près 150 ans la vie de l'Empire du début du IVe siècle au milieu du Ve siècle. Avec ce modèle d'armée à deux vitesses. La logique, c'était aussi que cet empire, effectivement, pouvait faire bouger cette armée centrale très vite, parce qu'il y avait des routes, les fameuses voies romaines, et des communications internes avec la Méditerranée. L'Empire romain était en partie une thalassothracie. Mais j'ai l'impression que l'OTAN est en train de glisser vers ce modèle de l'armée romaine du bas empire. C'est assez intéressant à noter. Mais c'est pas rassurant. Voilà, on a terminé ce balayage géopolitique rapide. J'ai passé outre quelques problématiques secondaires dont on parlera sans doute dans les mois qui viennent. Le Yémen, où ça continue à mijoter gentiment. Et puis le Venezuela, où il va à mon avis pas tarder à se passer des choses. On en parlera plus tard. Et maintenant, on va pouvoir se centrer sur la deuxième partie de la vidéo, qui sera beaucoup plus brève, parce que finalement, j'ai toujours pas grand-chose à dire. Je veux parler de la politique intérieure française, cette bouffonnerie. Alors, qu'est-ce qui se passe en politique intérieure française d'intéressant? Bon, on ne s'attardera pas sur les manœuvres diverses des différents acteurs à l'intérieur des différents appareils politiques, tout ça ne présente aucun intérêt. Il y a un côté, je trouve, de comique involontaire récurrent maintenant. Beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, deviennent, j'ai l'impression, autoparodiques. Alors, du côté de l'extrême gauche, on a les couteaux qui s'affûtent pour essayer de savoir qui va remplacer Jean-Luc Mélenchon quand il va être déboulonné. Enfin, de l'extrême gauche, disons de la gauche radicale. Je pensais que ça serait Alexis Corbière qui poignarderait Mélenchon dans le dos, mais apparemment François Ruffin est en train de se glisser là dans le sillage de Mélenchon pour pouvoir le poignarder dans le dos, ce qui fait d'ailleurs que Corbière commence à être attaqué. Il a été attaqué dans le monde, c'est intéressant. Je dois d'ailleurs à ce niveau-là des excuses à Alexis Corbière. Dans mon bouquin Voir Macron, je l'avais imaginé dans la peau du traître, c'est peut-être une erreur de ma part, enfin on va voir comment ça va se passer. Tout ça est très drôle et ça correspond à l'autoparodie, le sketch autoparodique classique de la gauche radicale. Non pas on purge bébé, mais on purge le parti. Donc on attend la suite des événements. Ça explique en partie ce qui est en train de se passer, je pense, par exemple, dans les universités. Bon, Mélenchon a voulu rentrer dans le mouvement social des cheminots, ça s'est pas bien passé, parce que maintenant le dégagisme a rattrapé les dégagistes. C'est-à-dire que la colère froide qui monte dans une partie de la population, non seulement s'en prend aux forces politiques du bloc institutionnel, mais elle s'en prend aussi aux antisystèmes eux-mêmes. C'est-à-dire que, je vous dis, les dégagistes vont se faire dégager maintenant. Donc comme la gauche radicale veut quand même capter le mouvement social, elle essaye de le faire via les étudiants, comme historiquement elle l'a souvent fait. Ce qui explique les sketchs absolument grotesques auxquels on assiste dans les universités, ce qui permet un étrange revival des rats noirs du GUD, des sketchs assez drôles de pseudo-affrontements entre mecs en noir, qui donnent des petits coups de matraque là sur des gauchistes autocaricaturaux. Bon, enfin tout ça est drôle simplement. Quand on se souvient de ce dont on vient de parler en termes géopolitiques, de voir cette espèce de petit théâtre français, c'est amusant. On a aussi l'autoparodie habituelle chez les Républicains, qui, alors eux, se disputent entre vrais bourgeois de droite qui essayent de se faire passer pour des centristes recentrés et vrais centristes recentrés qui ont un agenda à respecter pour préparer une alliance avec la fraction du Front National qui se découvrira capitalisto-compatible. C'est assez drôle, d'où le face-à-face entre les pro-Wauquiez, les pro-Pécresse et tous les types un peu qui partent dans tous les sens en essayant de se caser. Et puis, bien entendu, on a aussi l'autoparodie FN. Alors là, c'est vraiment la nuit des longs couteaux de dinette. Je m'exprime pas trop sur eux parce que je les aime bien. C'est des gens
pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, je suis assez proche de leurs idées. Bon, il est évident que je ne suis pas très éloigné des idées de quelqu'un comme Florian Philippot, hein. Euh, mais vraiment, on sombre dans le ridicule, du couscous gate aux apparitions médiatiques régulières de Philippot qui est invité pour cracher sur le FN. Tout ça tourne vraiment au grotesque avec un congrès euh, de Lille du Front National sur lequel j'ai eu des échos par des canaux que je ne mentionnerai pas, d'où il ressort en gros que bon, ceux qui étaient contre Marine parce qu'ils trouvaient qu'elle était trop à gauche, dehors, ceux qui étaient contre Marine parce qu'ils trouvaient qu'elle était trop à droite, dehors, et ceux qui étaient pour Marine parce qu'ils trouvaient rien, dedans. Donc, bon. Donc, ce qui est important actuellement en politique intérieure française, c'est pas ces sketchs entre politiciens, qui sont amusants mais qui ne changeront rien sur le fond. Ce qui est important, c'est que le pays continue à dériver. Alors moins vite que sous Hollande, parce que encore une fois, Macron me surprend agréablement, son équipe me surprend agréablement. Je veux dire, ils sont pas fous. Ils ont un projet politique qui ne va nulle part. Il est évident que, en pratique, la soi-disant réforme macroniste se limite à la déclinaison un peu stupide d'un agenda néolibéral qui est dépassé, qu'on applique avec 20 ans de retard, ce qui est idiot, comme d'habitude la France a une guerre de retard. Mais cela dit, dans la façon dont ils mènent leur truc, c'est pas complètement dingue. Ça fait un soulagement par rapport à l'époque Valls, où on s'est vraiment demandé quel était l'état de santé mentale de nos dirigeants. Cela dit, la France continue à dériver. La situation à Mayotte est assez révélatrice. Alors évidemment, c'est Mayotte, c'est pas la France métropolitaine. Mais qu'est-ce qu'on voit à Mayotte? On voit une explosion de l'insécurité. Le taux de cambriolage, par exemple, à Mayotte, c'est à peu près 4-5 fois celui de la France métropolitaine. Beaucoup de violences corporelles. Il y a maintenant des phénomènes de coupeurs de route qui font que les gens hésitent à sortir la nuit. La population se bunkérise littéralement à Mayotte, hein. La nuit, on ferme tout. Là, ce qui se passe à Mayotte, c'est ce qui risque de se passer en France dans 10-15 ans si on ne contrôle pas les flux migratoires. Voilà l'avenir vers lequel nous emmènent les sans-frontiéristes en délire. Il faut en avoir conscience, il faut bien s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passe à Mayotte. Clairement, les Comoriens se débarrassent de leur population. Ils sont en train de faire à la France une guerre migratoire. C'est un nouveau type de guerre, la guerre migratoire. Ce qui est très inquiétant, c'est que on assiste à une pénétration du mouvement social par des groupes d'islamistes radicaux à Mayotte, parce qu'il y a une grève de protestation. Elle est en partie pénétrée par des groupes d'islamistes radicaux. Voilà. Vous avez un beau cocktail qui est en train de se mettre en place là, qui vous donne une idée de ce vers quoi on va. Alors évidemment, en métropole, c'est pas aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je sais pas, on va y être. On va y être. C'est un avant-goût du scénario numéro 7 de voir Macron, la découverte de l'Europe, hein, pour ceux qui ont lu le bouquin. Pendant ce temps-là, en France, que fait le gouvernement? Donc, comme je vous disais, il décline son agenda néolibéral, avec un ministère de l'Intérieur qui s'est centré beaucoup sur l'ultra-gauche. Il faut se souvenir qu'à la fin de l'an dernier, il y a eu plusieurs attaques, des incendies de gendarmerie en particulier en Isère. Ça a beaucoup inquiété le ministère de l'Intérieur français. Il y a plusieurs indices qui indiquent que on cherche à mettre la pression sur le plan sécuritaire sur le mouvement syndical. C'est ce qui explique que Philippe Martinez, le patron de la CGT, répète à intervalles réguliers « Nous sommes des gens pacifiques, nous sommes des gens raisonnables, nous voulons simplement
faire grève et c'est tout, c'est que ils sentent bien au niveau des syndicats qu'il y a une tentation du pouvoir d'aller vers une stratégie de la tension. Ce serait un grand classique, hein, là encore. Je redoute en fait que la France soit en train de se diriger vers d'abord un mai 68 mais en plus violent, et dans la foulée une nouvelle stratégie de la tension et des années de plan. C'est ce qui sous nos yeux, c'est très inquiétant. Alors encore une fois, au risque de me répéter, je le dis, moi je vois une France qui est en train de glisser vers des mécanismes qui conduisent à la patocratie, à la dictature, au durcissement des relations entre le pouvoir et le peuple. Il y a un certain nombre d'indices d'ailleurs dans la grande presse sur des articles qui sont parus récemment qui me laissent penser que vraiment on va sortir de l'illusion démocratique, je dirais. C'est-à-dire que la fraction gouvernante au service des classes possédantes et en gros de la classe moyenne supérieure et la classe supérieure va afficher de plus en plus clairement la couleur. Je me permets à ce niveau de signaler un article extraordinaire qui est paru dans Le Monde du 31 mars 2018 à propos de ce qui s'est passé aux Pays-Bas où, je cite, contre toute attente, une majorité de la population s'est prononcée contre une loi renseignement qui généralisait en gros le flicage sur Internet lors d'un référendum. Alors Le Monde se félicite en gros qu'en Hollande les référendums soient consultatifs, ce qui fait que le gouvernement n'est pas obligé d'en tenir compte, mais ajoute le quotidien de déférence, n'est-ce pas? Je cite, ouvrez les guillemets, le gouvernement entend aussi éviter d'autres crises en faisant voter par les assemblées la suppression du principe même des consultations populaires. Point. Fermez les guillemets, fermez le banc. Le Monde, 31 mars 2018. Je pense quand même que ça méritait d'être relevé, parce que, voilà, là, on commence à voir exactement où on va. Bon, je fais un petit bonus à ma vidéo du mois, parce qu'en fait, je l'avais enregistré le week-end du 7 avril, et je l'ai monté le 13 avril, parce que je suis en retard dans mon planning. Et il s'est passé pas mal de trucs entre le 7 et le 13 avril. Donc je fais ce petit bonus simplement pour vous signaler que ce qui s'est passé entre le 7 et le 13 avril, c'est que les différentes crises qu'on a analysées dans les vidéos précédentes ont commencé maintenant à se percuter franchement. La crise géopolitique ouverte par le basculement de rapports de force au Proche et Moyen-Orient avec le rapprochement turco-irano-russe et la perspective d'une Pax Russiana en Syrie et l'inquiétude israélienne qui en découle, tout cela est venu percuter des basculements de rapports de force à l'intérieur des classes dirigeantes occidentales, en particulier aux États-Unis, où peut-être parce que ayant acheté Corporate America par la politique qu'il a choisi de mener, Trump se sent suffisamment fort pour s'éloigner du lobby pro-Israël, en tout cas de certaines de ses composantes. En tout cas, Jared Kushner s'est fait virer de la Maison-Blanche, visiblement. Et donc, Trump a annoncé que les États-Unis allaient quitter la Syrie, ce qui n'a pas forcément plu aux Israéliens. Et manifestement, plusieurs réseaux d'influence, le Parti démocrate, une partie de l'appareil d'État qui est maintenant en guerre contre Trump pour les raisons qu'on a analysées précédemment, entre autres le fait qu'il s'y est très mal pris avec le FBI. Sans doute aussi les réseaux des GAFA, de la nouvelle économie, derrière lesquels il y a d'énormes intérêts financiers. Sans doute aussi tout simplement ces réseaux pro-Israël qui ont été activés parce que tout le monde n'a pas envie, encore une fois, que Trump fasse sortir les États-Unis de Syrie. Eh bien, tout ce monde-là a mis une énorme pression sur Donald Trump, qui a été victime d'attaques particulièrement sordides, il faut le reconnaître. On a utilisé contre lui les confessions d'une ancienne actrice porno qui aurait, paraît-il, couché avec lui.
Alors nous, ça nous étonne toujours, les Français, quand on nous dit que c'est un scandale, parce que qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, qu'un type couche avec une gonzesse, pas grand-chose. Mais aux États-Unis, c'est important. Bon, bon puis, bref, ça a profondément déstabilisé Trump. Et donc, toutes ces crises, toutes ces recompositions, tout cela est venu se percuter quand le 7 février, paraît-il, l'armée arabe syrienne, ou en tout cas quelqu'un soutenant le régime de Damas, pour reprendre le terme sous lequel la presse française désigne la République arabe syrienne, quelqu'un donc aurait utilisé des armes chimiques dans la Ghouta, une zone près de Damas que l'armée arabe syrienne est en train de reprendre. Bon, peut-être, peut-être pas. Certains disent que c'est une mise en scène. Bon, j'en sais rien, j'étais pas sur place. Toujours est-il que ça a visiblement servi de prétexte pour l'attaque d'un aérodrome syrien par une force non identifiée, dans un premier temps. Il s'est avéré que c'était les Israéliens, et quelques temps après avoir révélé que c'était les Israéliens, il est intéressant de noter que Vladimir Poutine a officiellement fait observer à Benjamin Netanyahou qu'il serait de bon goût, n'est-ce pas, de s'abstenir de toute manœuvre déstabilisante. Suivez mon regard. Donc ça devient intéressant. Et dans ce contexte assez particulier, on a donc eu le tweet du siècle, pondu par le président des États-Unis, M. Donald Trump. Je l'ai mis en citation avant ce petit bonus. Les missiles arrivent, n'est-ce pas? Et ils sont beaux et intelligents, il paraît. Alors, je vais vous dire un truc, moi, là-dessus, simplement. Quand j'ai écrit Voir Macron il y a 6 mois, c'est un bouquin où il y a des scénarios de prospective, et il y en avait un où j'imaginais un futur président des États-Unis apostrophant le président de la Fédération de Russie, un peu comme un gamin pourrait le faire dans une cour d'école, quoi. Et j'ai failli pas le laisser dans le scénario, parce que ce que je voulais montrer simplement, c'était comment la régression anthropologique générale commençait à contaminer le haut de la structure sociale, y compris les classes dirigeantes, en Occident. Et je me suis dit, non, c'est trop caricatural, je vais pas le laisser, ça peut pas exister. Et il a suffi de 6 mois pour que la réalité rattrape et même dépasse la fiction, parce que objectivement, ce que Trump a fait sur Twitter, là, c'est pire que ce que j'avais imaginé dans mon bouquin. C'est un truc... Je sais pas. Avec le Donald, nous basculons dans un autre univers, un mi-chemin entre Hot Shots, et Idiocratie et Docteur Folamour. On ne sait pas ce que c'est. Bon, on verra bien si on va se faire vitrifier. Je ne le pense pas, très honnêtement. Je pense que tout ça va finir en eau de boudin. Mais en tout cas, c'est pas ordinaire, quoi. Et ce que ça veut dire en profondeur, c'est ce que je vous disais, ces crises commencent à se percuter franchement. Donc ça devient quand même très chaud. Voilà. C'est pour ça que pour la vidéo d'avril, d'actu d'avril, on fera un petit exercice rigolo. On va reprendre les événements qui se sont déroulés ces derniers mois et on va regarder si ça fait évoluer mon estimation de la probabilité des différents scénarios avancés dans Voir Macron pour les personnes qui ont lu le bouquin et qui, je pense, sont assez nombreuses par rapport aux gens qui regardent la chaîne régulièrement. Je pense que ça va vous intéresser. Je pense que c'est un petit exercice qui va nous stimuler le cerveau. En attendant, la prochaine vidéo sera une note de lecture. Ce sera une note de lecture sur un petit bouquin que j'ai découvert récemment, très intéressant, Les Hommes Libres, de Monsieur Frédéric Lynn. C'est un livre de témoignage de quelqu'un qui est allé se battre dans le Donbass du côté des séparatistes. C'est doublement intéressant. D'abord, c'est doublement intéressant parce que ça parle d'une problématique d'actualité très chaude, le Donbass. Et puis, c'est aussi, et je dirais surtout, très intéressant parce que c'est un des rares témoignages écrits par quelqu'un qui avait les yeux pour voir et le cerveau pour comprendre sur ce que c'est réellement une guerre non linéaire et comment ça fonctionne. Et donc, bien au-delà de la problématique du Donbass, c'est intéressant sur la façon dont fonctionnent les conflits actuels. Donc ça, c'est pour la prochaine vidéo. Et par conséquent, je vous dis à bientôt.